Très chers amis amateurs de thé francophone, bonjour, bienvenue à ce nouveau cours de thé des Baozhong pour ce semestre. Je suis Stéphane Haller, le fondateur du blog T-Masters, t-masters.com. C'est cette boutique qui vous propose ces cours de thé gratuits et qui a également, par contre, un échantillonnage de 8 Baozhong et un Bilochun pour bien utiliser ce thé, pour bien comprendre non seulement la théorie, mais également la pratique, parce que le thé, c'est pas tellement la pratique, c'est surtout c'est pas tellement la théorie, c'est surtout la pratique qui nous intéresse. Et donc, je suis content d'être là avec vous. Ça fait 20 ans que je sélectionne pratiquement les meilleurs thés de Taïwan et du Yunnan. Dans ma sélection, on trouve le premier thé de printemps, c'est le Bilochun thé vert, que nous allons également étudier un de ces jours dans ce cours. Et le dernier thé de printemps qui est originaire de la plus haute plantation de Taïwan à Dahuling, 184K. Ensuite, nous avons entre-temps, bien sûr, les oolongs de différentes montagnes, mais également les oolongs torréfiés qui viennent de Dongding très souvent, ou bien des Tieguanyin, Tieloran cette année. Et puis, dans les saisons chaudes d'été et d'automne, nous avons des thés à plus forte oxydation, les oolongs concubines, les beautés orientales, mais également les thés rouges qui nous viennent du Sun Moon Lake ou bien de la côte Est. Et de nombreux de ces thés sont mordus par des petits insectes, ce qui leur donne des arômes mielleux qu'on ne trouve pas naturellement, sinon dans les thés. Mais une sélection de thé sans les pour, ça ne serait pas vraiment une sélection parce que cette catégorie de thé nous rappelle que le thé, ça peut être comme un bon vin qui se vieillit, qui a des terroirs. Et dans le Yunnan, nous avons des terroirs vraiment très mythiques avec des vieux théiers, des arbres qui ont plusieurs fois 100 ans. Nous avons Yiwu, Laobanzang, Linsang, Lansang, Jiangcheng, vraiment des endroits magnifiques. Mais également des thés très anciens. Parfois, il faut trouver le bon numéro. 7542 est un des meilleurs numéros qu'on puisse trouver dans le Yunnan. C'est la galette mythique de Monghai. Et j'en ai de l'année 1999, donc du dernier millénaire, ce qui la rend encore plus précieux. Maintenant, elle a 26 ans. Et dans ma sélection, j'ai également des thés aromatisés avec des fleurs, des thés au jasmin ou bien à l'osmanthus. Alors, pour les puristes d'entre nous, ce sont souvent des thés qu'on prend un petit peu de haut, voire qu'on délaisse complètement. Mais c'est ce que ces cours sur le Baozhong nous ont enseigné, c'est que ces thés sont bien plus que simplement des thés parfumés aux fleurs. Et ils ont contribué énormément à la culture du thé et à l'histoire du thé et à l'économie de Taïwan, notamment grâce à ces Baozhong qui ont été dès le départ aromatisés aux fleurs pour être exportés vers l'Asie du Sud-Est. Nous verrons dans les prochaines semaines la partie Baozhong sans les fleurs. Mais aujourd'hui, pour un petit peu conclure cette partie sur les Baozhong fleuris, je vais faire un cours un peu plus technique sur comment est-ce qu'on parfume d'ailleurs les Baozhong, qu'est-ce qui contribue à leur qualité. Et puis nous allons déguster le Baozhong fleuri et qui est aromatisé à l'osmanthus de notre échantillon que vous avez, si vous l'avez commandé, hop. Donc ça, oui, ça va. Et je vais vous dire également comment le préparer au mieux. Je garde la place vide, la surprise sera totale. Là, on peut déjà voir qu'il y a de nombreuses petites fleurs d'osmanthus qui ont cette couleur orangée et des feuilles de Baozhong assez petites. Mais nous reviendrons sur ce thé dans un instant.
après avoir un petit peu parlé des techniques de parfumage du thé. Il y en a trois grandes. D'abord, la technique moderne, on étale les feuilles de manière harmonieuse, hein, pas de manière trop épaisse, pour que chacune puisse recevoir les arômes. Et on spray des huiles essentielles, souvent obtenues artificiellement par procédés chimiques sur ces feuilles. Et ces feuilles, recevant cette huile essentielle, elles s'en imprègnent et ensuite elles vous les rendent lorsque vous les infusez. Et ce qu'on remarque, c'est que ce genre de thé, il garde vraiment toujours la même odeur. L'odeur ne bouge pas beaucoup, que ce soit à sec ou infusé, c'est pratiquement toujours la même odeur. Alors que les thés qui ont été parfumés avec des vraies feuilles, leurs odeurs vont évoluer, elles seront différentes à sec, à froid, à chaud, quand elles ont 1 an ou 2 ans, ce sera des odeurs différentes, alors que quand on a des arômes artificiels, les odeurs ne bougent pas. Ça, c'est une des grandes différences. Donc, les arômes artificiels, dans ma boutique, vous n'en trouverez pas. Il y a encore une autre méthode qui consiste à ajouter des fleurs fraîches au thé si on le consomme dans les 24 heures, de manière à ce que cette fleur apporte ses odeurs au thé. Et donc ça, c'est quelque chose que des vendeurs locaux peuvent faire, mais c'est pas possible pour une boutique qui expédie le thé depuis l'Asie. Là, les fleurs le transport met 1 semaine ou 2, donc là les fleurs ne survivraient pas et elles se décomposeraient, et donc ça ne serait pas bon, quoi. Mais c'est possible. Il faut savoir qu'il y a des techniques et des thés qui se boivent avec des vraies fleurs, et on consomme la fleur, hein, pourvu qu'elle soit comestible, ensemble avec le thé. Et là, ce sont des feuilles fraîches. Mais venons-en donc à la technique pour la plupart pour tous les thés de ma sélection, hein. C'est la méthode traditionnelle qui consiste à d'abord récolter un thé, à le fabriquer jusqu'à la dernière, jusqu'à ce qu'il soit sec, et après avoir fait une récolte de fleurs en journée, c'est le soir qu'on va étaler les feuilles sèches d'abord de thé, de manière harmonieuse, parfois à plat, parfois en faisant un petit peu un tas. Et ensuite, selon qu'on va pouvoir enlever les fleurs ou non, on les dispose ou bien sur le thé ou bien juste à côté. Juste à côté, si c'est trop compliqué de séparer le thé des fleurs, à ce moment-là, on ne les met pas ensemble, comme ça c'est plus facile pour les séparer, puisqu'elles ne sont jamais ensemble. Mais pour de nombreux thés, quand même, on va les mettre ensemble. Ça, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on voit avec cet osmanthus, c'est qu'ils ont été ensemble. Et ici, le fermier ne les a même pas séparés, il ne les a même pas enlevés. Pourtant, ce ne serait pas si compliqué que ça, parce que les fleurs de osmanthus sont beaucoup plus petites, donc il est assez facile de séparer les deux. Mais en voyant les fleurs, on a également l'avantage qu'on peut être rassuré que ce sont vraiment des vraies fleurs d'osmanthus qui ont été utilisées pour parfumer ce thé. Par contre, l'inconvénient, pourquoi est-ce qu'on les enlève quand même la plupart du temps, les fleurs, c'est que les fleurs sont beaucoup plus humides, que le thé. Le thé a été séché, il est très très sec, il contient moins de 5% d'humidité, mais les fleurs, elles, c'est beaucoup beaucoup d'eau. Et au fur et à mesure, le soir, quand on fait ce parfumage, entre 7-8 heures et minuit, 1 heure, l'humidité contenue dans les fleurs va imprégner également les feuilles de thé.
Donc les feuilles de thé commencent à être plus humides, elles vont également commencer à fermenter et cela va créer de la chaleur. Donc durant cette période de parfumage, il est parfois nécessaire d'ouvrir le tas de thé pour le laisser respirer, pour évacuer l'humidité, pour évacuer la chaleur qui se dégage à cause de cette fermentation qui a lieu. Et on attend que, donc, que la plupart des arômes aient été diffusés et été absorbés par les feuilles de thé. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques des feuilles de thé, c'est qu'elles sont très très bonnes à absorber les arômes de leur environnement. Et c'est pour ça que on ne conseille pas de conserver les feuilles de thé dans la cuisine ou bien dans un frigo, parce qu'à ce moment-là, elles absorbent les odeurs et ce que vous avez dans votre thé, ça va être les odeurs des épices de la cuisine ou bien de tous les plats que vous avez dans votre frigo. Donc les feuilles de thé, elles sont très sensibles. Ça peut être un inconvénient quand on veut l'entreposer, mais c'est également un avantage pour le parfumage, parce que ça veut dire qu'elles vont facilement absorber les odeurs de ces fleurs. Ensuite, une fois qu'on a séparé les feuilles des fleurs, souvent à la main ou bien par la machine, il faut maintenant faire encore une action, c'est de sécher les feuilles de thé afin d'enlever cette humidité qui a été imprégnée dans les feuilles. Donc on fait une petite torréfaction, bien un séchage, hein, c'est la même chose, mais ça dépend un peu de la température qu'on utilise. Et cela aide à donc, enlever cette humidité, à sécher les feuilles, mais également à mieux fixer les arômes des fleurs dans les feuilles de thé. Donc grâce au séchage, les fleurs, l'arôme des fleurs reste bien dans le thé. Et ensuite, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à bien l'emballer pour que ces arômes ne repartent pas, qu'il n'y ait pas d'autres arômes mauvais qui viennent contaminer les feuilles. Et on peut ensuite envoyer le thé aux clients finaux et on a un thé bien stable qui contient maintenant beaucoup d'arômes, de parfums, de fleurs. On va continuer dans quelques instants à parler de la qualité du parfumage, hein, quels sont les éléments qui font que tel thé est meilleur qu'un autre grâce à ces fleurs. Et maintenant, nous allons voir comment infuser ce baozhong avec ces fleurs d'osmanthus. Alors, une méthode qu'on pourrait faire, parce que c'est vraiment un thé très floral, hein, donc on a surtout envie d'avoir les arômes, c'est la porcelaine, ça c'est bien, comme les semaines dernières, mais il y a quelque chose qu'on peut faire de mieux, c'est qui intensifie encore plus les arômes et les odeurs, c'est la théière en argent, hein, où la température va être beaucoup plus forte et ça va permettre d'intensifier encore ces premières infusions et nous permettre d'utiliser un petit peu moins de feuilles de thé parce que la théière en argent va réussir à sortir encore plus d'arômes, donc on peut en mettre moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce baozhong à l'osmanthus? C'est qu'on remarque des bourgeons, hein, ça c'est beaucoup plus avec des fleurs un peu plus blanchâtres. Voilà ici. Et ces bourgeons sont une des caractéristiques d'une récolte d'hiver. Ce cultivar, c'est le cultivar Qingxing-Ganzhong. C'est le même cultivar utilisé pour le Bilochun par ce fermier. Et c'est un cultivar
qui a une bonne longueur en bouche, beaucoup de longueur en bouche. D'ailleurs, ça me permet également de parler un petit peu de cette plantation. Ça fait pratiquement 20 ans, dès le départ, de mes débuts dans le thé, que je suis en contact avec ce fermier. Ça avait commencé avec le grand-père. Maintenant, la plantation est passée au fils aîné, marié avec une Vietnamienne. Un, un gars assez simple, vraiment comme on se l'imagine, le paysan en France. Ben là, c'est le paysan taïwanais qui n'a pas fait, n'était pas très doué pour les études, pour les choses abstraites, mais très doué pour la pratique et très travailleur quand il s'agit de faire du thé, parce que le thé à Taïwan, et notamment à Sanxia, demande beaucoup de travail. Donc cette plantation, elle est très proche de chez moi, c'est probablement la plantation la plus proche, à 40 minutes en voiture de chez moi. Elle est au sud de Yingge, la métropole où on trouve les porcelaines à Taïwan. Elle est un petit peu dans les montagnes, entre Xindian et Sanxia. Et donc il y a une vingtaine d'années, quand c'était le grand-père qui dirigeait cette plantation, lui, sa matière de faire, à l'ancienne, c'était encore beaucoup de pesticides, d'engrais, mais quand le fils a repris, il a fait une transition beaucoup plus d'agriculture raisonnée pour complètement réduire les engrais et éliminer les pesticides. Ce qui fait que son thé vraiment a pris le chemin de la qualité, ce qui veut souvent dire moins de quantité. Et c'est compliqué parfois en basse altitude à Taïwan de prendre ce chemin de la qualité, parce que les prix sont quand même un petit peu limités par le marché, par les forces du marché. Il y a beaucoup de concurrence pour les thés verts, il y a de la concurrence pour tous les thés. Et pour compenser maintenant le fait qu'il utilise beaucoup moins d'engrais, donc moins de quantité, mais qu'il a un thé de meilleure qualité, il a ajouté une plantation, celle de Chinu, à côté de sa plantation de Qingxingganzhong, qui peut l'utiliser pour le Bilochun. Donc, il a utilisé une parcelle de terre qui n'était pas cultivée auparavant. Il a transformé celle-là pour le Baozong afin de pouvoir cultiver plus et travailler plus. Et ce qu'il fait également, c'est que pratiquement à chaque saison, il fait du thé. Donc, au printemps, il fait le Bilochun et le Baozong. Il fait ça également en hiver. Et durant les saisons chaudes, d'été et d'automne, il va faire des thés rouges ou bien des thés blancs. D'ailleurs, un des thés blancs que j'ai sur mon site, un ancien, vient de chez lui également. Donc, ça veut dire pour lui d'arriver à maîtriser de nombreuses techniques, thé vert, baozhong, thé rouge. Parfois, il fait même des bottes orientales quand il y a assez d'insectes qui viennent et que le temps le permet, et donc les thés blancs également. Donc c'est très intéressant par la variété, et donc je suis très très heureux de pouvoir le soutenir dans cette démarche de faire de la qualité et de nous proposer des thés qui ne soient pas traités. Et c'est ça qui permet également de le faire en théière en argent, parce que même quand il est infusé très très fort, il n'y a pas ces mauvais goûts qui peuvent apparaître en arrière-plan. Voilà, alors on va commencer par vider l'eau dans les tasses en céladon. Et donc il fait également ce Baozhong à l'osmanthus en hiver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait avec un arbre qui fait les fleurs d'osmanthus. Enfin, il y en a deux arbres qui sont dans la plantation de thé. Il pousse chez lui, donc il va non seulement récolter
le thé, mais également les fleurs dans sa plantation. Donc là, on en prend vraiment très très peu. On met même les feuilles, les fleurs avec. On va mettre un tout petit peu plus, voilà. Vraiment pas beaucoup. Juste une petite couche. On peut sentir. Très très bien. Et on va infuser très doucement. Voilà. Je vois si vous avez des questions. Alors, donc, comme il y a très peu de feuilles, on fait une infusion un petit peu plus longue. Maintenant, on peut déjà vider les coupes. Bien sûr, on a autant de force qu'on en met. Donc là, on n'a pas mis beaucoup de feuilles, donc on ne va pas pouvoir faire de très nombreuses infusions, surtout que la première va quand même nous arriver à sortir beaucoup d'arômes grâce à la chaleur concentrée dans l'argent. Il a une belle couleur. Donc, il est normal qu'avec peu de feuilles, on ne fasse pas tellement d'infusion, mais je les trouve plus intenses, donc plus intéressantes que si on les faisait dans de la porcelaine. C'est pour ça, si vous avez une thé en argent, c'est l'occasion de l'utiliser avec un thé de cette qualité, organique, donc bien pur, et très floral, puisqu'il est parfumé aux fleurs d'osmanthus, qui elles aussi sont organiques, puisqu'elles poussent sur une plantation organique de thé. Par contre, il va falloir attendre un tout petit peu, parce que c'est extrêmement chaud maintenant. Voilà. Alors, donc ce qui est intéressant, c'est que la couleur est bien claire, bien transparente, jaune, jaune-vert. C'est hyper fleuri, hyper pur, sucré presque. Encore très chaud, donc on prend une toute petite gorgée. Très désaltérant. Et avec vraiment, on a vu très très peu de feuilles, on arrive à faire très rapidement une infusion d'une très bonne concentration. Et si vous aimez les notes florales, elles sont complètement naturelles. Et le thé se marie bien avec l'osmanthus, hein, qui forcément domine. Et c'est donc une fleur qui fleurit à l'automne, fin de l'automne, début de l'hiver. Donc ça me fait vraiment penser à l'automne à Taïwan. Ce sont des odeurs qu'on peut sentir dans la nature quand on se promène dans les montagnes de Taïwan à l'automne. Donc ça convient bien à cette saison maintenant de boire ce thé.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a un bon Baojong fleuri ou non? Comment est-ce qu'on peut améliorer sa qualité? Alors, bien sûr, avoir un Baojong à faire avec des vraies fleurs. Quelles fleurs d'ailleurs, hein, on parle beaucoup de fleurs, mais j'ai pas encore dit lesquelles, hein. Le jasmin est vraiment la fleur la plus communément utilisée à Taïwan. Euh, il y a également les fleurs d'osmanthus, comme on peut voir avec ce thé, les fleurs de rose et de magnolia. Et dans la famille des jasmins, en fait, il y a plusieurs sous-catégories, certaines plus ou moins fines. Et donc, c'est également ça qui va donner un petit peu le là pour la qualité. Parfois, on utilise un jasmin un petit peu plus brut et très punchy, avec une odeur très forte, mais pas très très fine, pour le premier parfumage. Et pour les suivants, on utilisera des jasmins un petit peu plus fins. Euh, donc l'idée, c'est d'avoir une base forte et ensuite de mettre des choses un peu meilleures à la fin, parce que c'est toujours dans l'ordre inverse qu'on reçoit les arômes. Et donc ça permet également un petit peu de baisser les coûts pour des jasmins un petit peu de, de gamme un peu plus basse. On peut bien sûr également jouer sur la qualité des feuilles de thé, hein, utiliser des feuilles de Baojong qui ont été récoltées printemps ou à l'hiver, plutôt qu'à l'été ou à l'automne, où avec la chaleur, les feuilles ont moins de cette qualité de fraîcheur et de finesse. Donc c'est surtout au printemps et en hiver qu'elles sont plus fines. Quelles feuilles également utiliser? Des feuilles qui n'ont pas trop de parfum en elles-mêmes. Donc là, le Qingxing Ganzhong est un cultivar qui se distingue surtout euh, par son aspect gustatif très puissant, mais il est un peu plus neutre au niveau des odeurs, donc il convient bien à être parfumé. Et on peut également jouer sur la qualité, bien sûr, selon la quantité de fleurs qu'on utilise. Plus on va utiliser de fleurs par rapport au thé, plus on va lui apporter ces odeurs de fleurs. Hein. Donc les odeurs florales sont plus puissantes si on utilise beaucoup de fleurs que si on utilise moins. Et on peut également jouer sur le nombre de parfumages. Hein. Certains thés, notamment pour les jasmins, sont parfois parfumés 2, 3, 5, 6, parfois jusqu'à 10 fois. Alors parfois c'est un petit peu une exagération, mais ça vous donne toujours un petit peu une indication sur la qualité. Plus ça a été parfumé, plus ce thé va avoir cette odeur florale des fleurs. Parfois, on peut également utiliser des fleurs de très très haute gamme, comme des orchidées, certaines sortes d'orchidées qui ont des odeurs, forcément. En 2005, je crois que j'avais un houlong parfumé aux orchidées, qui était vraiment très très fin. Donc, il y a de nombreuses manières de jouer sur la qualité. Et ce que ces cours nous ont montré, hein, c'est que même les xiangpian, donc les thés au jasmin, font partie de cette tradition qui remonte au milieu du 19e siècle des baozhong fleuris, hein, parfumés aux fleurs, d'abord inventés au Fujian et ensuite fait complètement à Taïwan. D'ailleurs, les fleurs à Taïwan, elles venaient surtout du comté de Jianghua, qui est un petit peu au nord de Taichung. Et c'est un petit peu rigolo parce que Jianghua, ça veut littéralement dire pousse fleur, hein, l'endroit où les fleurs poussent.
Alors, euh, euh, je spécule que c'est à cause de cette histoire ancienne du thé qui était senti avec des fleurs qui venaient de là-bas. Et d'ailleurs, c'est encore là-bas qu'on récolte le jasmin qui est utilisé pour faire le thé au jasmin de Taïwan. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Et bien sûr aussi, plus on a utilisé de fleurs, plus il y aura d'humidité, plus il va falloir également venir avec un raffinage au niveau de la torréfaction, du séchage, parce que les feuilles de thé auront pris plus d'humidité. Et donc là, il faut également utiliser plus de savoir-faire pour mieux sécher les feuilles. Donc les baozhong qui ont été parfumés aux vraies fleurs, ils sont vraiment issus d'une tradition ancestrale, hein, passée de génération en génération. Là, dans le nord de Taïwan, avec cette plantation à Sanxia, on a vraiment l'exemple d'une petite entreprise familiale qui est transmise vraiment de père en fils. J'ai déjà pu moi-même assister à cette transmission. C'est assez émouvant de passer de l'un à l'autre. Donc, c'est une expérience assez unique, hein, et ça nous rappelle que le monde du thé et le monde des fleurs vont vraiment très très bien ensemble. Il y a un côté fragile dans ces deux mondes, hein. La fleur, elle ne vit que pendant 24 heures, et la beauté du thé, c'est qu'elle arrive à garder ses arômes, et parfois elle les garde pendant plusieurs années, lui permettant ainsi presque de devenir éternel. Donc un joli symbole, comment rendre la fragilité des fleurs éternelle grâce au thé. Et je vous souhaite là-dessus un très très bon dimanche. Nous verrons la semaine prochaine pas un autre thé. Cette fois-ci, nous allons de nouveau nous pencher sur la littérature et l'analyse d'un roman d'Émile Zola et les boissons dans ce roman. Il s'agit de la joie de vivre. J'espère que vous serez intéressés par cela également. Et si vous avez des questions, posez-les-moi. Mettez-moi un pouce vers le haut si vous avez aimé cette leçon. Et je regarde maintenant si vous avez des commentaires. Jean-Philippe trouve que j'ai un joli chapeau. Merci. Il fait un petit peu chaud là en dessous, mais je trouvais que ça allait très bien avec le thème de ce jour, pour nous ramener il y a peut-être au début du XXe siècle. C'est là que les baozhong fleuris avaient trouvé étaient à leur pic. En fait, c'était en l'année 1924 que les baozhong fleuris étaient à leur pic. Donc exactement il y a 101 années. Voilà, merci beaucoup, pas de questions. On se retrouve alors dans une semaine pour Émile Zola et dans 2 semaines pour la continuation de ce cours. Bye bye.